Je vais présenter maintenant un autre protocole de nommage. On s'est intéressé lors des vidéos précédentes à NetBIOS. On s'intéresse maintenant à DNS. L'acronyme DNS signifie Domain Name System. Ce même acronyme est utilisé pour désigner les serveurs. On les appelle les serveurs DNS, Domain Name Server. Je commence par un bref rappel historique. Dès le début du développement d'Internet, les administrateurs ont souhaité donner des noms aux machines. Ils avaient mis en place un système relativement simple. Chaque machine disposait d'un fichier sur son disque dur, un fichier qui s'appelait etc host et qui stockait les correspondances nom adresse IP de toutes les machines du réseau internet de l'époque. Il faut imaginer, le réseau internet à l'époque c'était une vingtaine de machines. Une seule personne sur internet centralisait l'ajout de correspondances dans ce fichier et le fichier était téléchargé la nuit par toutes les machines du réseau. Le processus de résolution de nom reposait uniquement sur ce fichier. Lorsqu'un utilisateur saisissait par exemple ping Zeus, le processus de résolution de nom cherchait dans le fichier etc host de la machine l'adresse IP de Zeus. On imagine bien que ce type de fonctionnement était possible sur un petit réseau, mais qu'il devenait vite problématique si le nombre de machines augmentait. Trois principaux problèmes se posaient. Imaginons dans un premier temps que deux organismes différents demandaient le même nom. Les administrateurs réseau n'étaient pas forcément très inventifs dans le choix des noms de réseau. Ils appelaient assez souvent leur nom de réseau de nom d'un dieu de la mythologie grecque, romaine, égyptienne. Donc imaginons ici que l'université de Berkeley voulait la correspondance Zeus pour la machine 169 229 131 100 et que l'université de Lukley voulait la correspondance Zeus pour la machine 105.1.1.15 qui arbitrait un petit peu la correspondance qui allait être au final stockée dans le fichier tchost. Deuxième problème qui était rencontré, c'est qu'on avait une gestion qui était donc centralisée et on avait potentiellement un problème de surcharge de travail, de surcharge de réseau d'une centrale. Que se passe-t-il si le nœud central devient défaillant, c'est-à-dire si le nœud qui stocke la correspondance tchost qui va après être téléchargée par toutes les machines du système. Et pour terminer, on pourrait presque dire le véritable problème, c'est que toutes les machines vont avoir un fichier qui va devenir très très rapidement très volumineux. Pourquoi? Parce que ce fichier va contenir la liste de tous les noms avec toutes les adresses IP correspondantes. Donc ça fonctionne très bien pour un réseau d'une centaine de machines, 200 machines, un millier de machines. Mais actuellement, par exemple, avec quasiment 4 milliards de machines sur Internet, il faudrait qu'il y ait un fichier avec 4 milliards d'entrées, nom, adresse IP, et donc là, on voit tout de suite les limites de ce type de fonction. Pour répondre aux trois problèmes présentés précédemment, les concepteurs d'Internet, en tout cas, les concepteurs du DNS, ont trouvé les solutions suivantes qui ont les bases de travail pour le DNS tel qu'on le connaît actuel. Donc pour la problématique des noms identiques, on a eu la création de la notion de domaine. Un nom de machine va être associé à un nom de domaine, qui va être en principe le nom de l'organisation. Si je prends un exemple ici, lorsque Berkeley voulait demander Zeus et voulait rajouter la correspondance, c'était pas possible parce qu'il y avait l'université du Clé qui voulait aussi ajouter la même correspondance. Maintenant, avec la notion de domaine, plus de problème, parce qu'on va avoir une machine qui va s'appeler Zeus.Berkeley et une autre machine qui va s'appeler Zeus.Uclay. Au niveau de la surcharge de travail, on va pouvoir déléguer la gestion d'une zone. L'ajout d'enregistrement dans une zone va non plus être géré de manière centralisée, comme c'était le cas précédemment, mais va être délégué cet ajout, cette gestion de la zone, pour chaque entreprise, pour chaque organisation. Problème suivant, on avait un fichier qui était volumineux, qui était téléchargé toutes les nuits. Ici, les machines font appel à des serveurs qui contiennent les correspondances. Chaque serveur va contenir uniquement les correspondances pour le domaine qu'il gère. Au lieu d'avoir un fichier global qui va enregistrer toutes les correspondances, on va avoir beaucoup de serveurs qui vont enregistrer au final très très peu de correspondances. Solution supplémentaire que va rapporter le système, étant donné que maintenant ça va reposer sur l'utilisation de serveurs, il va falloir un système qui fait que si un serveur tombe en panne, il y ait un serveur de secours.
le système DNS a été conçu nativement pour gérer la redondance. Donc, si je résume un petit peu, DNS, on va avoir un schéma de nommage hiérarchique fondé sur la notion de domaine, et on va avoir une base de données répartie. Chaque serveur contient une infime portion des informations. Et, étant donné qu'on a une base de données répartie, la gestion d'un domaine peut être déléguée, c'est-à-dire qu'on n'a pas une seule personne qui ajoute des informations dans un fichier, mais chaque gestionnaire de domaine va ajouter des informations dans son propre fichier de zone. Remarque pour terminer, le fichier ETCOS existe toujours. Il est toujours présent sur chaque poste, que ce soit sur les postes Linux, que ce soit sur les postes Windows, et il est parfois bien utile dans des cas d'administration. Il ne faut surtout pas le négliger. Des fois, c'est très très rapide d'ajouter une correspondance dans le fichier host plutôt que d'aller rajouter des informations dans le DNS lorsqu'on fait par exemple du débugage ou lorsqu'on veut être sûr qu'une machine va taper sur un serveur bien spécifique. Comment l'espace de nom est-il organisé? L'espace de nom est organisé sur une structure arborescente. Je vous donne un exemple ici. La racine est au sommet, donc root, elle est symbolisée par un point. Chaque nœud de l'arbre, de la structure arborescente, est un domaine. Le nom de ce domaine est la concaténation de toutes les étiquettes lues depuis la racine. Si je prends un exemple, ici on a le domaine yahoo.fr. Ici on a la machine www.yahoo.fr. Les domaines .fr, .com, .org, .de qui sont ici sont appelés domaines de premier niveau. En anglais on dit top level domain. Et on définit le Fully Qualified Domain Name, qui est le nom complet. On appelle ça aussi le FQDN. Donc ici on a le domaine .fr, qui englobe le domaine .bourget.nist-savoie.fr. Et ici on a la machine serveur 1.bourget.nif-savoie.fr. Un nom-hôte est unique dans son domaine. Ici, dans le domaine Bourget, je peux avoir qu'une seule machine qui s'appelle serveur 1. Un même nom d'hôte peut être utilisé dans plusieurs domaines. Ici, par exemple, j'ai la machine poste 1 dans le domaine bourget.nif-savoie.fr et j'ai aussi la machine qui s'appelle poste 1 mais dans le domaine Annecy. Donc on peut avoir un même nom d'hôte peut être utilisé dans plusieurs domaines. Une machine peut avoir plusieurs noms d'hôtes. On pourrait par exemple avoir la machine serveur 1.bourget.nif-savoie.fr. qui s'appelle aussi ftp.bourget.nif-savoie.fr. Il suffira juste de mettre dans la zone deux enregistrements qui correspondent, un enregistrement pour serveur 1 avec une adresse IP, un enregistrement pour FTP avec bien évidemment la même adresse IP si c'est la même machine. Au niveau des noms de domaine qui sont utilisés, on peut avoir des noms de domaine historiquement uniquement en ASCII, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de caractères entre autres accentués pour les noms de domaine. Depuis quelques années, on a des noms de domaine qui ont été internationalisés et donc on peut utiliser n'importe quel caractère, que ce soit les caractères accentués ou même les caractères issus d'autres alphabets.